Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 11 mars 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'affaire d'état de l'audit du ministère de la Défense nationale où plusieurs milliards de francs CFA ont été détournés continue toujours à défrayer l'actualité au Niger. Au Niger justement où plusieurs voix se sont élevées pour demander au président de la République de remettre le dossier de l'audit à la justice nigérienne. C'est l'exemple des organisations de la société civile nigérienne qui projettent d'ailleurs d'organiser une manifestation pacifique le 15 mars prochain pour les mêmes causes. Précision avec Moussa Tchangari, un des organisateurs. Au cours de ces 5 dernières années, il importe de rappeler que la crise sécuritaire, conjuguée aux mesures d'état d'urgence édictées par le gouvernement, a entraîné le déplacement de 193 300 personnes, dont 111 058 à Difa, 59 170 à Tillabéri et 23 102 à Tawa. Ces milliers de personnes auxquelles l'État du Niger a l'obligation d'apporter assistance et soutien au maximum de ses ressources ne survivent aujourd'hui que grâce à l'aide de la communauté internationale. Devant la dégradation sans précédent de la situation sécuritaire dans notre pays, le président Issou et son gouvernement ont décidé, avec l'aval du Parlement et une certaine bienveillance de l'opinion, de consacrer d'énormes ressources financières au secteur de la défense et de la sécurité. Entre 2015 et 2019 seulement, ce sont pas moins de 607 milliards de francs CFA qui ont été inscrits au budget général de l'État pour le seul ministère de la Défense nationale. Mais nous savons aujourd'hui qu'une part considérable de ces ressources a été purement et simplement empochée par une poignée d'individus en charge de leur gestion. Le 26 février dernier, le gouvernement de la République du Niger a reconnu publiquement ce que tout le monde savait déjà et que les organisations de la société civile et les médias n'ont eu de cesse de dénoncer depuis des années, à savoir que des sommes importantes ont été indûment payées à des fournisseurs du ministère de la Défense nationale par le biais des procédés désormais classiques des voleurs de la République. Surfacturation des services et biens, paiement sans livraison et réalisation des biens et services, livraison des biens et services non conformes aux spécifications contenues dans les commandes, etc. À ce jour, seul le président Issou et certains membres de son gouvernement connaissent le montant réel de l'argent public volé. Et tout indique qu'ils n'ont aucune intention de rendre public le rapport de l'audit des fonds alloués au ministère de la Défense, a fortiori de traduire devant la justice les auteurs, co-auteurs et complices de ces crimes économiques. Le président Issoufou et son gouvernement, qui se sont arrogés les prérogatives de la justice, se proposent seulement de faire rembourser l'argent volé et de prendre quelques sanctions administratives contre les agents publics impliqués dans l'affaire. Devant cette forfaiture, nous, organisation de la société civile nigérienne, engagée dans la défense des droits et des intérêts de toute la population, lançons un appel à la mobilisation générale pour la journée du 15 mars 2020 afin d'exiger la publication du rapport d'audit du ministère de la Défense nationale et de poursuites judiciaires contre les auteurs, co-auteurs et complices des pratiques mafieuses mises à jour par cet audit. Les universités publiques du Niger, comme vous le savez, sont toujours paralysées par la grève des enseignants et chercheurs. Ils sont dans leur deuxième mois de grève pour exiger, entre autres, du gouvernement le règlement de leurs droits statutaires. Et depuis, plusieurs rencontres ont été organisées entre le syndicat des enseignants-chercheurs SNEX et le gouvernement. Des rencontres qui n'ont rien donné. Une situation donc, qui a poussé certains citoyens à réagir, que je vous propose de suivre. La solution doit venir du gouvernement. Et comme ces gens-là nous connaissent tous, ils ne veulent pas avoir des étudiants, ils n'ont pas besoin de ces étudiants, il n'y aura jamais de solution à leurs problèmes. Il n'y en aura pas.
Voilà. Donc moi, l'appel que je vais lancer, il ne faut pas que le gouvernement fasse la sourde oreille. Il faut que le gouvernement vraiment accepte les conditions des chercheurs pour régler définitivement ce problème. Alors, de grâce, c'est un appel que je lance au gouvernement, c'est de grâce. Il faut qu'ils acceptent les demandes des enseignants. Il faut qu'il y ait une entente. Il faut qu'il y ait une entente parce que ce que je peux dire concernant l'étude, sans l'éducation, vraiment un pays ne peut pas avancer. Ne peut pas avancer. Donc, je souhaite vraiment qu'il y ait un consensus, qu'il y ait une entente entre vraiment ce gouvernement et le SNEX. Parce que nous voulons avancer en tant que jeunes. Nous voulons vraiment faire évoluer aussi le pays. Et vraiment, si on n'arrive pas vraiment à avoir une bonne éducation, une bonne étude, là, je pense que le pays ne peut pas avancer. Ceux qui paient la peau cassée, ce n'est pas les étudiants, c'est le pays en fait. Parce qu'aujourd'hui, il est incontestable que le meilleur investissement, c'est de l'homme. Et l'enseignement supérieur, c'est à peu près, on peut dire, c'est la clé de réussite. Si aujourd'hui, par exemple, on parle du dragon asiatique, c'est avec l'école. Ils ont investi dans l'école. La Chine, aujourd'hui, elle défie le monde parce que la Chine a cru dans l'enseignement supérieur. Donc avant, je pense, avec la Chine de Mao, ils envoient des milliers d'étudiants à l'extérieur chercher le savoir. Et si on se réfère à l'islam, donc la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il faut aller jusqu'à Chine chercher le savoir. Ça veut dire que le savoir, c'est ça en fait, la base. C'est l'un des piliers pour le développement. Donc ça dépend en fait. Si on cherche à se développer, on investit dans l'enseignement, dans le savoir. Si on veut rester dernier, alors dans ce cas, on ne fait rien. Parce que je pense que élire ou nommer un recteur, ce n'est pas ça la solution. Mais qu'est-ce qu'on veut en faire de l'enseignement supérieur? Nous voulons que l'enseignement supérieur nous serve à développer notre pays, ou bien, juste, bon, c'est juste on crée des amphithéâtres qu'on vide. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, c'est quoi? Ce que le SNEX demande, ce n'est pas hors de portée du pouvoir. Le pouvoir peut très bien, parce que tous ce sont des ingénieurs, à ce que je sache. Ils connaissent en fait ce qu'est l'enseignement supérieur. Ils savent en quoi, en fin de compte, en investissant dans l'homme, qu'est-ce qu'on peut en avoir. Ce n'est pas des néophytes. Même si vous nommez un recteur, en quoi est-ce que, par exemple, le recteur que vous avez nommé peut impacter en fait sur la communauté universitaire? Il ne peut pas. Il ne peut pas, par exemple, il ne peut pas téléguider la communauté universitaire. Donc je pense que ça, ce sont des faux fuyants en fait. Donc il y a les franchises universitaires, elles sont universelles. Il faut les respecter. Quelques citoyens qui réagissaient sur la situation dans les universités publiques du Niger, paralysées par des grèves des enseignants et chercheurs, des citoyens qui demandent aux autorités donc de trouver des solutions. Débuté le 27 février 2020, l'enrôlement biométrique des électeurs prendra fin demain, jeudi 12 mars 2020, dans l'arrondissement communal Niamey 2. La veille de la clôture de cette opération dans cette entité administrative, les électeurs se rendent pour se faire enrôler. En tout cas, c'est ce que nous rapportent nos reporters Asma Oseidou et Ibrahim Aboudou. Ils sont nombreux, les citoyens nigériens, à s'y rendre dans les différents bureaux d'enrôlement, notamment dans le 2e arrondissement pour se faire enrôler, comme c'est l'exemple ici, au site de l'école Croix-Rouge Bukoti. Tout se passe normalement, nous a confié le responsable de cette équipe. Ici, on n'a pas trop de difficultés. Ici, à Niamey, et plus précisément dans la zone 2 et à la Croix-Rouge ici, parce que la majorité, au fait, des gens qui viennent, ils viennent avec leur pièce d'identité. Bon, pas leur pièce d'identité, mais leur pièce d'état civil, au fait. Parce qu'on a eu à rencontrer certaines difficultés, surtout dans les zones rurales qu'on a pu enrôler. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas de papier. Donc on aurait dû leur faire par témoignage. Mais ici, alhamdoulilah, Dieu merci, tout va bien, on a la sécurité à côté. Et vraiment, l'enrôlement se passe très bien. Au début, je pense bien que le message n'était pas si passé que ça.
les gens, vraiment, l'ambiance était timide en fait. Mais finalement, les gens sont compris avec les communiqués dans la rue, tout le monde, les gens sont compris. Et maintenant, vraiment, ça va. On a eu à enrouler, par exemple, moi, sur ma machine, on a jusqu'à 1400 et quelques personnes. Si vous voyez cette machine, on a 800. Donc vraiment, on a un chiffre très gonflé. Les citoyens font le déplacement pour se faire enrôler dans le souci d'accomplir leur devoir civique. Nazo karba katina na zabe kuma ina da niyya in Allah yarda in Allah kai ni ranar zabe in zabe dan takarar da ni ga zai iya. Je suis venu ici pour me faire enrôler afin que le jour des votes, je puisse disposer de ma carte biométrique pour pouvoir voter. J'invite tous les citoyens à venir se faire enrôler afin de remplir leur devoir civique. Ya fito ya karbi katinsa na zabe saboda in kana da shi shine zaka iya kwato incinka a cikin yanayin da kake na wani abu wanda kake ganin zaka iya yi zabe ma wanda kake so. Je me suis fait enrôler sans aucune difficulté, Dieu merci. Les autres aussi doivent m'emboîter le pas. Il faut noter que cette série d'enrôlements se tient dans le 2e arrondissement et se poursuivra dans les autres arrondissements communaux de la ville de Niamey, conformément au chronogramme établi par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Rendons-nous directement à Zender et c'est pour nous intéresser au sultanat de cette localité, notamment pour découvrir certains aspects de son fonctionnement. Ainsi, la rédaction Labari s'est intéressée à la fonction du Boulama, un notable de la cour du sultan, dont l'intronisation s'est déroulée le 23 février 2020 par le sacre de Habou Issia. Le reportage est signé Adam Soumana sur des images amateurs. Centré sur la ville actuelle de Zender, le sultanat du Damagaran, situé au sud-est du Niger, était jadis un puissant État précolonial dont l'histoire remonte à 1736. Ce sultanat de le palais est situé à Birni, a connu des périodes de gloire notamment dans la lutte contre le colonialisme avec des figures légendaires à l'image de Amadou Kourandaga, mais aussi une période sombre de son histoire avec la suppression du sultanat entre 1906 et 1923. Ce sultanat, l'un des premiers au Niger, est de nos jours sous l'autorité coutumière de son Altesse Aboubakar Oumarou Sanda, assisté de plusieurs notables composant les membres de la cour du sultanat. Au rang de ces notables se trouve le Boulama qui a traditionnellement en charge la ville sous la tutelle de son Altesse. Et la présente cérémonie au palais devant l'ensemble des notables et autres invités pas de moindre marque l'intronisation de ce notable. L'homme en qui le sultan Aboubakar Oumarou Sanda a placé sa confiance pour cette mission au sein de la cour est un natif du 4e arrondissement communal de Zender, plus précisément Médic, qui a vu naître Abou Issia un 1er janvier 1975. Polyglotte, parlant le Hausa, le Jarma, le français, l'anglais et l'allemand, Abou Issia, après l'obtention de son baccalauréat technique en 1998, série génie civil F4, entame ses études supérieures en architecture à Ile-Ife, puis à Amadou Bello University de Zaria au Nigeria, avant de séjourner 2 années durant à l'International Master of Landscape Architecture en Allemagne, où il décroche sa maîtrise d'ingénieur en architecture de paysage en 2011. 6 années après, c'est lui qui allait devenir près d'une décennie après. Le Boulama du sultanat du Damagaran, animé par la soif du savoir, a pris la direction de Montréal au Canada, où il s'inscrit à l'Université du Québec pour décrocher un DESS en architecture moderne et patrimoine. Puis en 2019, il obtint le certificat en gestion de projet au HEC Montréal. Technicien chevronné ayant fait preuve de ses compétences aussi bien dans différents pays africains qu'en Europe, en passant par l'Asie et l'Amérique. Abou Issia est membre de l'Association des architectes paysagistes du Québec, architecte agréé inscrit au tableau de l'Ordre des architectes du Niger, expert immobilier agréé auprès des cours et tribunaux du Niger, mais aussi et surtout chevalier de l'Ordre de mérite du Niger. C'est à ce valeureux fils de la cité d'Amadou Kourandaga qu'incombe désormais la responsabilité de Boulama du sultanat du Damagaran. Peu après l'intronisation du tout nouveau Boulama par son Altesse le Sultan,
Le désormais notable de la cour du sultanat s'est naturellement rendu dans le midi qu'il a vu naître afin de remercier les siens pour leur soutien, tout en se réjouissant de la confiance placée en sa modeste personne par son Altesse Aboubakar Oumarou Sanda, qui lui a d'ailleurs prodigué de sages conseils pour la circonstance. En devenant Boulama, un des principaux notables du sultanat de Damagaran, Abou Issia, se marié et père de 3 enfants, reste plus que jamais rattaché à la tradition de son terroir qu'il entend promouvoir pour une bonne visibilité de ce sultanat légendaire qu'est celui du Damagaran. Nous, un mot de la culture à présent, et c'est pour vous faire découvrir un artiste, comédien, humoriste. Il s'appelle Cheikh Omar Ndiaye. Il est malien de passage à Niamey. Notre reporter Abdourazak Hamidou Léo l'a rencontré. Voici son reportage. Pourquoi Katsim a dit que vous étiez le plus beau de la bande? S'il a dit ça, je ne savais même pas qu'il avait dit ça. Non, peut-être que je suis le plus beau. Ça se voit, non, les gars? Vous l'avez peut-être aperçu dans quelques films, des séries, à l'image de la série Les Rois de Ségou, ou dans quelques clips vidéo maliens de Oumou Sangaré, Salif Keita ou Viviane Ndour, désormais Viviane Chidid. Lui, c'est Cheikh Omar Ndiaye. Il est comédien, humoriste, acteur de cinéma, présentateur également. L'humour malien aujourd'hui a pris de l'ampleur vraiment. Au niveau local et au niveau international aussi. Et généralement, les jeunes d'aujourd'hui, bien vrai qu'il y a des délires là-dedans, il y a des enfants qui disent n'importe quoi, qui n'a rien à voir avec l'humour. Les représentations, souvent, il manque de respect aux grandes personnes, c'est pas bon. Et je crois que c'est partout, d'ailleurs, mais il y a des limites. Il y a des limites. Vraiment, l'humour malien se porte très bien, se porte à merveille. Au Mali, il y a, je peux dire chaque mois, il y a au moins 2 spectacles d'humour. Et les humoristes font le plein. Faire rire, c'est sa passion. Le rire est médicinal. Ça tombe bien. L'artiste s'appelle aussi Paracétamol. Paracétamol, c'est pas venu comme ça. J'étais avec des amis dans le grain. Et chaque soir, on pose le thé à la malienne. Donc on prend le thé. Un jour, j'aimais vraiment lancer des blagues. Tout le temps, je faisais des blagues et tout le monde riait. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, un ami d'enfance qui me dit « Ah non, tu nous fais guérir comme paracétamol guérit les maux de tête. Donc désormais, moi, je vais t'appeler paracétamol. » Et c'est comme ça, paracétamol est venu. Être comédien, humoriste, pour lui, c'est naturel. Pourtant, tout est parti de rien. Ma carrière d'humoriste a débuté vraiment. Je peux dire que moi-même, je ne savais pas que ça allait arriver jusqu'à ici. Et un jour, j'étais avec un ami qui s'appelle Seydou Dambélé, le fils de Gimba National, Gimba le Malien. Gimba National, Habib Dambélé, un coucou à lui. Il m'a dit, ah grand frère, toi tu fais rire les gens, est-ce que tu vas pas essayer ça professionnellement? J'ai dit non, moi je suis venu à Bamako pour étudier, non, je n'ai pas le temps pour faire des trucs comme ça. Et un soir, il y a l'ethnie Bobo, qu'on appelle Bobo, qui a organisé une soirée. Et de passage, j'étais là, j'ai vu des enfants faire des blagues. J'ai dit non, là ça c'est pas bien. Non, moi je vais essayer. Et quand j'ai essayé, paf, ça a passé. J'ai dit, ah là, ce que Seydou a dit, on me dit, c'est vrai. Et après, Seydou m'a invité ailleurs. On est parti et c'était pareil. Et un soir, il y a Cheikh Nito, le même Cheikh Nito et ATT Junior du Mali, tous des humoristes. Ils avaient une soirée des bois également à l'Acropole, à l'université. Donc ils m'ont dit, bon, ils ont dit à Seydou, est-ce que tu peux venir jouer avec nous? Parce que nous, on a un nouveau concept qui s'appelle Yelepo. Ça se passe tous les dimanches au Café des Arts. Donc, je suis venu à l'Acropole avec Seydou. Arrivé là-bas, je vois aussi des humoristes qui prestent. Je sais qu'il a très bien presté, ATT a très bien presté. Maintenant, je vois comme les bobos, et moi je suis Peul, je suis tout couleur, je suis Peul, je suis Fulani. Donc, j'ai vu, il y a le cousinage en plaisanterie entre les Peul et les bobos. Donc, chez nous, on dit les bobos mangent du chien. Donc, directement, j'essaie d'imiter les bobos, en fait. Donc, je suis monté sur scène, j'ai imité les bobos. Et quand j'ai imité les bobos, non, mais bon, tu sais, dans les imitations, il y a des mots, c'est comme en Hausa et en Zerma, il y a des mots. Chez nous, quand tu dis ça, c'est des insultes. C'est comme par exemple le mot Kilichi. Kilichi, chez nous, si tu dis à quelqu'un Kilichi, tu es foutu.
il va t'insulter, il va même te frapper. Je les ai ramassés en bois et j'ai donné l'équivalent en bromala qui veut dire des insultes. Et donc ça a vraiment pris avec les bois. Donc voilà comment le dimanche, je suis parti à Yélebougou avec Seydou et c'est comme ça a commencé. De passage à Niamey pour le compte de la 2e édition du Festival de Rire Au revoir Niamey de Kéré Productions, l'artiste a fait forte impression et confirmé tout le bien qu'on pense de lui. Cheikh Oumar Ndiaye, alias Paracétamol, ou le rire au service de la santé. Après la culture, le sport, Abdelrazak Hamidou, Léo, et c'est pour parler de la Super Ligue de football du Niger qui va observer une pause. Motif de cette trêve, la préparation de la participation du MENA national aux phases finales du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se déroulera au Cameroun du 4 avril 2020 au 25 mai 2020. Ibrahim Tikere pour des précisions sur les images de Chebou Guissou. Après 20 journées de compétition, la Super League du Niger observera une trêve due à la participation du MENA national aux phases finales du championnat d'Afrique des Nations CHAN prévu au Cameroun à partir du 4 avril prochain. Le Niger participe bientôt à la phase finale du CHAN 2020 au Cameroun. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui à notre 3e participation sur 6 éditions. Nous sommes obligés d'observer une trêve pour notre Super League, compte tenu du fait que, comme vous le savez, c'est un championnat qui regroupe les joueurs locaux. Donc c'est ceux qui sont appelés à jouer cette même Super League qui se retrouveront du côté du Cameroun. Donc comme pour ne pas biaiser un peu le déroulement de notre championnat, nous avions jugé utile au sein du comité exécutif d'observer une trêve durant cette phase finale du CHAN. Pour le président de la commission centrale des compétitions de la FENIFOOT, la suite de la Super League s'annonce avec beaucoup de suspense, tant pour la conquête du titre que pour le maintien. La course s'annonce serrée. La Super League est vraiment serrée. Comme vous le savez, le classement, rien qu'à regarder le classement, aujourd'hui on se retrouve avec l'USGN qui est l'équipe première au classement avec 40 points, le Sahel deuxième avec 39 points, la Sonidep 38 points, l'AS Garde 35 points et la Douane 31 points, mais avec un match en retard. Donc vous voyez l'écart qu'il y a entre le premier et le 5e, c'est vraiment pas énorme. Les équipes se tiennent à 3 points. Donc ça veut dire vraiment que le championnat est vraiment serré. Le CHAN 2020 regroupera les 16 meilleures nations d'Afrique. La présence du Niger à cette messe du football africain traduit la qualité de la Super League malgré le manque de soutien de l'État et des sponsors. Il faut le dire au fort, hein. Ça, notre Super League, vraiment aujourd'hui, notre championnat vraiment fait partie des meilleurs championnats de l'Afrique. La preuve, vous l'aviez. Nous sommes qualifiés, on fait partie des 16 pays qui disputeront cette phase finale du CHAN. Donc ça veut dire que nous sommes parmi les meilleurs et les 16 meilleurs championnats. Pendant que la Super League et la Ligue nationale observeront une pause, la Coupe nationale bat son plein avec la sensation créée par le Jean Grosjean FC de Maradi en battant le Grand Sahel Sporting Club au stade municipal de Niamey sur le score de 4-2. Merci Ibrahim Tikire et nous souhaitons bonne chance au 11 national qui va représenter le Niger donc au Cameroun en avril prochain. Comme chaque semaine, place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique judiciaire. Elle porte cette semaine sur la réhabilitation, un thème développé par Maître Amani Mustafa Nebi. Très bonne réception. La réhabilitation désigne une mesure individuelle effaçant une condamnation pénale. Mesure individuelle effaçant une condamnation pénale. Elle s'applique à des condamnés ayant subi l'intégralité de
la peine prononcée par la juridiction. Il y a deux types de réhabilitation. Il y a ce qu'on appelle la réhabilitation de plein droit et la réhabilitation judiciaire. Et c'est une mesure qui s'applique au crime tout comme au délit. Pour ce qui est d'abord la réhabilitation de plein droit. La réhabilitation de plein droit, c'est une mesure qui met fin à la condamnation juste après un temps de preuve observée. Pour ce qui est, il y a 4 situations prévues par la loi. D'abord, pour ce qui est d'une condamnation à une peine d'amende. Donc, il y a un délai de preuve de 5 ans, un délai de 5 ans à observer. À compter du jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps. Contrainte par corps, il y a une loi qui prévoit si une personne est condamnée pour payer un montant bien déterminé et si cette personne n'est pas à mesure de payer ce montant, la contrainte par corps peut amener à ce qu'on prenne la personne pour le mettre en prison pendant un temps déterminé, en fonction du montant en fait déterminé. Donc, à compter du paiement, on dit, ou à compter de la contrainte par corps, il y a un délai de 5 ans à observer. Et après ce délai-là, il y a réhabilitation de plein droit. Pour ce qui est des condamnations à l'amende. Pour les condamnations uniques à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 6 mois, il y a un délai de 10 ans à observer. Et ce délai court à compter soit de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie. L'expiration de la peine subie, si par exemple la personne a été condamnée à 4 mois, donc le délai commence à courir à compter du jour où la personne a fini de puiser les 4 mois. Donc commence à courir un délai de 10 ans. Et bien après ce délai de 10 ans, on ne peut plus parler de la condamnation de la personne. La troisième situation, c'est lorsque la personne a été condamnée à une peine ne dépassant pas 2 ans ou à des condamnations multiples dont l'ensemble n'excède pas 1 année. Et bien là, on dit c'est un délai de 15 ans à observer. Ce délai court à compter de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie, comme pour le cas précédent. La quatrième situation, c'est la situation d'une personne condamnée à une peine supérieure à 2 ans ou à des condamnations multiples dont l'ensemble n'excède pas 2 ans. Et là, on dit il y a un délai de 20 ans à observer à partir de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie. C'est pour vous dire que on est dans une situation où une personne a été condamnée, il y a un temps prévu par la loi, à l'expiration de ce temps, on dit il y a réhabilitation de plein droit. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun acte juridique à chercher. C'est de plein droit, ça se constate de plein droit. Et à l'expiration de ce temps, l'autre élément très important, c'est qu'on dit tout fonctionnaire de justice qui a connaissance de l'infraction, qui a connaissance de la peine, il est interdit de parler de cette condamnation. Après le délai de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, en fonction de la situation que nous venons de dire. S'il y a réhabilitation de plein droit, il y a réhabilitation de plein droit. Ce qui veut dire que la personne se retrouve dans une situation comme si elle n'a jamais été condamnée. On ne peut plus parler de l'infraction. Parler de l'infraction est une infraction. Et l'autre situation, c'est le cas de la réhabilitation judiciaire. À côté de la réhabilitation de plein droit, j'expliquais qu'il y a aussi une autre réhabilitation qui est cette réhabilitation judiciaire. Et là, c'est en fonction de la personne, de l'infraction. En matière criminelle, c'est un délai de 7 ans. En matière correctionnelle, c'est un délai de 4 ans. Et ce délai court pour les condamnés à une peine d'amende à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable
pour les condamner à une peine privative de liberté à compter du jour où ils ont purgé leur peine. Soit aussi on dit de la prescription accomplie. Maintenant, on peut se retrouver dans une situation où il y a une personne qui a été condamnée, mais la personne se trouve en état de récidive. Ou l'autre situation, c'est une personne qui a déjà bénéficié d'une première réhabilitation et qui se retrouve être condamnée pour une autre infraction. Et l'autre troisième situation, c'est la personne condamnée contradictoirement ou par défaut, mais qui a prescrit contre la peine. Donc, c'est une personne qui a été condamnée par défaut. Donc, en son absence, le tribunal a décidé de la condamnation. Donc, il y a un certain délai en fonction de l'infraction pour laquelle la personne, si c'est un délit ou un crime, il y a ce qu'on appelle la prescription de plein droit. Donc, pour ces trois cas de situation, donc, les récidivistes, les personnes réhabilitées qui ont commis une infraction, une deuxième infraction, pour les personnes qui ont prescrit contre la peine, pour eux, c'est un délai de 12 ans. À compter, on dit de leur libération ou de la prescription. L'autre condition encore, c'est que pour ceux qui ont prescrit contre la peine, par exemple ceux qui ont été condamnés contradictoirement ou par défaut et qui ont prescrit contre la peine, eux on dit, au-delà de la première condition, qui est le délai de 12 ans, ils doivent justifier que pendant le délai de 12 ans là, ils n'ont jamais été poursuivis pour une autre infraction quelconque. Et qu'ils ont eu une conduite exemplaire. Donc, c'est seulement dans ce cas de figure-là qu'ils peuvent demander la réhabilitation judiciaire. Et le condamné, pour accéder à la réhabilitation judiciaire, doit aussi justifier du paiement des frais de procédure et du paiement des dommages et intérêts et de l'amende. Donc, au-delà du délai de preuve, donc le temps à observer, la personne doit aussi justifier que voilà d'autres obligations accessoires à la peine principale, qui est le paiement des dommages et intérêts, donc le fait de mettre la victime dans ses droits en le payant les dommages et intérêts, ou de payer à l'amende qui revient à l'État, ou les frais de procédure qui revient à l'autre partie. On doit justifier cela pour accéder à la réhabilitation judiciaire. Ou la personne doit justifier qu'il a subi la contrainte par corps. Parce que j'expliquais que si une personne a été condamnée à payer des dommages et intérêts et que cette personne n'est pas en mesure de payer ces dommages et intérêts, la personne peut subir une peine par la contrainte par corps. Et après, on n'en parle plus de paiement de... Ou si la personne justifie d'un état qui ne lui permet pas de payer la peine. Par exemple, la personne a ce qu'on appelle un certificat d'indigénat. Donc, il est tellement pauvre que vraiment, il y a un certificat qu'on lui donne que vraiment, il n'a pas la possibilité matérielle de payer le montant. Et à côté de cette réhabilitation de plein droit et cette réhabilitation judiciaire, il y a une seule exception prévue par la loi. Et l'exception, c'est que si une personne qui a été condamnée justifie avoir rendu des services éminents à l'État, donc, dans ce cas de figure seulement, on dit, on peut lui accorder la réhabilitation, sans pour autant vérifier si le délai prévu par la loi, donc le délai d'attente, est respecté. Et mieux encore, on dit, même si la personne n'a pas purgé sa peine, et même si la personne n'a pas payé les dommages et intérêts et les frais de procédure, eh bien, si la personne a accompli des services éminents à l'État, eh bien, l'État peut, en récompense, lui donner cette réhabilitation qui le fait sortir de cette prison et de cette condamnation. Donc, la procédure de réhabilitation, c'est une procédure comme toutes les autres, c'est une procédure simple. L'intéressé doit juste adresser une demande au procureur. Donc, dans cette demande, la personne doit justifier, doit mentionner la date de sa condamnation, doit mentionner la date de sa libération, doit mentionner depuis sa libération là où la personne a résidé. Et le procureur de la République fait délivrer
Parce qu'on dépose la demande au niveau du procureur de la République du lieu où la personne a purgé sa peine, eh bien, le procureur se fait délivrer une expédition du jugement de la condamnation et un extrait du registre des lieux des lieux de détention de la personne et le bulletin numéro 1 du casier judiciaire. C'est avec ces papiers, le procureur de la République fait un avis et transfère le dossier au procureur général qui, à son tour, transfère le dossier au niveau de la chambre d'accusation. Donc, la chambre d'accusation est saisie par le procureur général. Le procureur général fait un rapport. Donc, on saisit la chambre. Et à ce stade, on dit, la personne qui demande la réhabilitation ou l'avocat de cette personne qui demande la réhabilitation peut fournir toute pièce utile directement à la chambre d'accusation. Et la chambre d'accusation, on dit, statue dans le mois de sa saisine. Et l'arrêt rendu par la chambre d'accusation, là où l'affaire est très intéressante, c'est que peut faire l'objet de pourvoi devant la cour de cassation. Si la personne estime que les conditions sont réunies et qu'on ne lui donne pas, la personne peut faire appel. Mais l'autre élément que la loi a précisé, c'est qu'en cas de rejet de la demande de réhabilitation, on dit une nouvelle demande ne peut être formulée, sauf si le rejet est justifié par le non-respect des délais. Si par exemple on dit c'est un délai de 12 ans et que la personne avait 11 ans, la personne a introduit, on a rejeté. Donc on dit, la seule exception c'est que maintenant, comme c'est pour une question de délai, toutes les fois où la personne va remplir les conditions de délai, même si ça n'attend pas les 2 ans après le rejet, la personne peut déposer une nouvelle demande. L'autre élément encore, c'est qu'on dit, mention de l'arrêt de réhabilitation est faite en marge des arrêts et jugements de condamnation et au casier judiciaire. Donc on mentionne que voilà, la personne a été réhabilitée. Donc il ne faut plus en parler de ça. Parler de ça même c'est une infraction. Dans ce cas, seulement on dit les bulletins numéro 2 et numéro 3 du casier judiciaire ne doivent pas porter la mention de la condamnation. Donc si une personne est réhabilitée, la personne peut demander son casier judiciaire et là, vous ne voyez pas la mention de condamnation parce que la personne a été réhabilitée. C'est comme si on lui donne une deuxième vue juridique. Et la réhabilitation efface les condamnations et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités résultant de la condamnation. Une personne qui a été privée de ses droits civiques, de ses droits politiques, après la réhabilitation, la personne recouvre tous ses droits.